essaye autant que possible d'assister au lancement des PEPR, donc ces grands programmes de recherche dans le cadre de France 2030, parce qu'effectivement, c'est vraiment les outils un peu emblématiques pour la recherche française. Et donc voilà, donc malheureusement, elle n'est pas là, mais en tout cas, elle vous prie de l'en excuser. Euh, donc, j'ai donc mon discours que je vais suivre attentivement. Euh, Évidemment, comprendre le climat, hein, accroître les connaissances et les outils permettant de mieux modéliser les évolutions climatiques, les impacts et les risques liés à ces évolutions est crucial. L'actualité nous le rappelle douloureusement, et factuellement, les phénomènes extrêmes gagnent en intensité, le réchauffement climatique est une dure réalité. Face à cette urgence planétaire, nous devons mobiliser l'ensemble des acteurs qui permettront d'agir. La recherche est l'un des acteurs essentiels pour comprendre et interpréter les données dont nous disposons, prédire les scénarios d'évolution climatique, les risques et les impacts associés, et évidemment proposer des mesures sociétales ou technologiques pour infléchir le constat actuel. À cet égard, évidemment, les travaux effectués par le GIEC, hein, qui sont remarquables et qui, depuis plusieurs années, sont menés, sont vraiment précieux. Le rapport du 6e cycle du GIEC, hein, dont les conclusions ont été adoptées à l'unanimité le 19 mars, je crois, est très clair. Il confirme que il confirme l'accélération du réchauffement des températures sur les 10 dernières années et il confirme l'urgence à agir pour atteindre les ambitions de l'accord de Paris, avec un pic d'émissions mondiales qui doit être atteint d'ici 2025 pour espérer respecter cette trajectoire. Je crois que vous aurez aussi aujourd'hui l'occasion d'avoir un aperçu évidemment complet du rapport de synthèse qui a été accepté il y a peu avec la présentation de Valérie Masson-Delmotte. Donc face à ce défi, mais qui est évidemment immense, et face à l'urgence d'agir, la recherche apporte des éléments de réponse indispensables et nous la renforçons au travers de plusieurs actions, dont ce programme qui nous réunit aujourd'hui, qui est lancé avec le soutien de France 2030. Le programme TRAX vise à renforcer la modélisation du climat dans ses différentes composantes. Il permettra notamment de progresser dans l'évaluation des impacts et des risques climatiques et aussi de partager ces informations avec la société, à l'échelle des territoires en particulier, au travers des services climatiques. Donc, porté par le CNRS et Météo France, il implique évidemment aussi d'autres partenaires comme le CEA, l'IRD, 3 universités, Sorbonne Université, UVSQ et l'Université Paris-Saclay. Les équipes de recherche disposeront de 51 millions d'euros sur 8 ans pour mener à bien différents axes de recherche au travers de 10 projets ciblés, ainsi qu'un certain nombre d'appels ouverts qui permettront de réunir l'ensemble de la communauté scientifique. Il s'agira tout d'abord de poursuivre la modélisation des processus pertinents pour simuler le climat, de l'échelle globale à l'échelle locale. Cela permettra de fournir des données climatiques encore plus fiables pour continuer à construire des scénarios d'atténuation, mais aussi les actions locales d'adaptation au changement climatique. C'est aussi indispensable, évidemment, pour estimer l'impact des mesures de politique publique sur le climat. Ce travail de modélisation, qui repose sur des codes informatiques, qui vont s'adapter aux nouvelles architectures de calcul. Je pense notamment à l'opportunité que représente l'Exascale pour ce domaine de recherche. Nous avons lancé il y a quelques semaines le programme PEPR NUMPEX, qui est consacré au calcul haute performance depuis le centre de calcul qui hébergera, on l'espère, la future machine Exascale au TGCC. Ces progrès dans le calcul numérique permettront de mieux représenter la complexité du système climatique, de gagner en précision et d'explorer de grands ensembles de simulations. Ce programme utilisera également des méthodes d'intelligence artificielle pour accélérer les modèles et développer les émulateurs permettant de mieux quantifier les incertitudes sur ces modèles. Cela montre bien l'importance de mobiliser toutes les connaissances et les moyens de recherche de façon interdisciplinaire pour faire progresser notre compréhension du changement climatique. Donc, ce programme TRAX contribuera également à répondre à la montée en puissance des demandes sociétales parfaitement fondées pour mettre en place des solutions concrètes. Cela se fera via la mise en place de prototypes de services climatiques co-construits avec des parties prenantes à l'échelle des territoires en particulier. Vous, tous ensemble, vous contribuerez également aux actions de médiation scientifique qui sont particulièrement importantes aussi pour la ministre, qui sont vraiment essentielles pour que chaque citoyen puisse avoir un avis éclairé reposant sur des éléments factuels et étayés. Cette démarche sera accompagnée par la formation d'une nouvelle génération d'experts en changement climatique et de ses impacts, que la ministre appelle fortement de ses voeux.
L'ensemble des résultats scientifiques issus de ce grand programme TRAX, comme d'une manière plus générale de la recherche sur le climat, éclaire et éclairera les décisions politiques nationales, mais également internationales. La recherche française, en effet, dans le domaine de la science du climat est visible dans le monde entier depuis de nombreuses années et dans toutes ses composantes. Le rapport du GIEC a été nourri par les contributions de nombreux chercheurs français que vous représentez ici en partie, ce qui témoigne de votre grande visibilité. Lors de la conférence ministérielle de l'ESA, la position de leadership aussi des laboratoires français pour les missions d'observation de la Terre a été soulignée avec force. Ouais, au-delà du spatial, l'observation de long terme des milieux naturels est aussi un enjeu clé pour comprendre les évolutions de notre environnement et pour soutenir l'amélioration des modèles que vous développez. Le soutien aux infrastructures de recherche et plus généralement à l'Organisation nationale des systèmes d'observation du climat, de l'environnement, de l'écologie est un sujet dont la ministre mesure l'importance et qu'il nous faudra soutenir dans les années à venir, au travers par exemple d'une accélération de la loi de programmation de la recherche. Dans ce contexte, le programme TRAX contribuera à accroître nos connaissances dans ce domaine clé qu'est la recherche sur le climat. Au nom de la ministre, je me permets de vous adresser les félicitations, toutes ces félicitations pour votre mobilisation collective autour de ce programme très structurant et qu'elle suivra de près. La ministre avait souhaité terminer sa prise de parole par un hommage à Claude Lorius, et je m'y associe grandement, qui nous a quittés il y a quelques jours. Glaciologue mondialement connu, véritable pionnier, il laisse des résultats clés puisqu'il a été l'un des premiers à avoir établi les liens entre les concentrations en gaz à effet de serre et les variations du climat au cours des dernières centaines de milliers d'années, à partir de l'analyse de l'air piégé dans les glaces de l'Antarctique. Ces résultats et sa vision continueront à inspirer de nombreux scientifiques. Voilà, sur ces quelques mots, je vous souhaite une très belle réunion et puis surtout de belles années de recherche collaborative avec des résultats magnifiques à partager. Merci à vous. Merci beaucoup et j'invite maintenant Virginie Schwartz, Madame la PDG de Météo France, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui comme pilote associé au PEPR TRAX, pilote fidèle depuis le début de cette aventure. Merci. Alors, puisque la ministre ne peut malheureusement pas être avec nous, je vais me passer des salutations protocolaires et vous dire simplement, mesdames, messieurs, chers collègues, à quel point je suis heureuse et effectivement d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de ce PEPR TRAX. Ce programme qui est copiloté par le CNRS et Météo France matérialise une nouvelle fois la qualité, la complémentarité des missions du CNRS et de Météo France en association étroite avec nos autres partenaires dans le domaine de la météo, du climat, de leurs évolutions, de leurs impacts, et ça du très court au très long terme. Normalement, vous le savez, Météo France est chargé par l'État de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel, le manteau neigeux, d'en prévoir l'évolution, de diffuser les informations correspondantes. La météo, quoi. Mais nous sommes aussi chargés, parfois on le sait moins, de contribuer au plan international à la mémoire et à la prévision du changement climatique, et même de contribuer au développement économique, à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à ce changement, à l'amélioration de la qualité de vie. Oui. On a un problème de visio. Ah. Alors on me demande de vous faire interrompre et peut-être redémarrer. D'accord. Pour que les collègues qui sont à distance puissent vous entendre. Parce que non, je continue. Ah, c'est reparti. D'accord. Alors, pas de souci, c'est le charme du direct. Voilà, mais donc je conclus en disant que vraiment, sur tous ces sujets, l'aide à la décision sur les risques, qu'ils soient météo ou climatiques, est au cœur de notre ADN. Et on le voit, ces besoins en information, en accompagnement, pour l'atténuation, pour l'adaptation, sont immenses et s'accroissent au fur et à mesure de la manifestation de plus en plus claire, douloureuse des conséquences du changement climatique. Ces événements préfigurent un avenir dans lequel la gestion des conditions météo inédites, des phénomènes météo extrêmes, va constituer un défi croissant. Évidemment, chez Météo France, on est bien placé pour l'observer au quotidien, mais on l'a tous vécu. L'année 2022, le début de l'année 2023,
sont emblématiques de ces conditions météo profondément modifiées par l'évolution du climat. 2022, année la plus chaude jamais enregistrée en France, jalonnée d'épisodes de chaleur et de douceur hors normes, avec leurs effets induits en termes d'incendies, de sécheresse particulièrement marquée en métropole. Et puis, outre-mer, c'est l'intensification des cyclones ou des phénomènes de submersion marine qui nous a mobilisés. Donc, tout en poursuivant les indispensables efforts d'atténuation, aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique s'impose malheureusement déjà comme un incontournable afin de réduire l'ampleur de ses conséquences sur les sociétés humaines, leur territoire et nos modes de vie. Météo France est profondément engagée dans l'accompagnement des acteurs, qu'ils soient institutionnels ou socio-économiques, concernés par l'évolution climatique, ses conséquences et la réduction des risques induits. Être l'acteur national de référence en matière de fourniture de données et services climatiques en appui aux démarches d'adaptation au changement climatique est ainsi un des axes prioritaires du contrat d'objectifs qui nous lie à l'État. On est donc vraiment au cœur du sujet aujourd'hui. La production de tels services repose sur un certain nombre de défis. En premier lieu, évidemment, l'existence d'un socle robuste de données caractérisant l'évolution passée et future des conditions météo. Cyril Moulin l'a évoqué. Météo France, avec l'ensemble des acteurs de la communauté française, contribue depuis toujours à ce que ces diagnostics, ces projections soient les plus solides scientifiquement et marquées par un progrès constant, en particulier au sein du CNRM, le centre commun que nous avons avec le CNRS, avec des travaux de recherche de premier plan qui ont permis de produire des projections climatiques à l'échelle planétaire et de contribuer aux exercices CEMIP, dont les résultats alimentent les rapports du GIEC. Mais pour être véritablement utiles, ces diagnostics et prospectives doivent être déclinés à l'échelle des territoires, l'échelle de la vie quotidienne, individuelle comme économique, à laquelle se prennent la grande partie des décisions qui concernent nos sujets. Depuis près de 20 ans, le CNRM a développé une activité de modélisation climatique régionale avec Aladin, puis Arome, dans le cadre de ses collaborations nationales et internationales, notamment le projet Cordex et Eurocodex. C'est l'ensemble de ces projections climatiques sur le territoire national qui est mis à disposition de tous depuis plus de 10 ans via le portail de données DRIAS, développé sous l'égide du ministère de la Transition écologique, sous ses différents noms selon les époques, avec le CERFAX et le CNRS, en particulier l'IPSL. Ce portail s'enrichit progressivement avec d'autres données pertinentes pour l'adaptation au changement climatique, en particulier avec l'adjonction d'un volet DRIAS-Eau qui sera lancé demain et qui fournit des données sur les évolutions possibles de la ressource en eau avec des indicateurs tels que le débit des cours d'eau, l'humidité des sols ou le ruissellement. Le portail DRIAS sera également adapté pour intégrer les éléments de la trajectoire publique nationale de référence pour l'adaptation au changement climatique, la TRAC, qui va être élaborée sous l'égide du ministère de la Transition écologique. Elle permettra d'harmoniser l'ensemble des politiques publiques d'adaptation et de fournir une référence, un cadre commun aux acteurs publics et privés. De façon fortuite, cette TRAC est lancée en 2023, quasiment en même temps que TRAX, avec un acronyme extrêmement proche, mais au-delà de la ressemblance fortuite des acronymes, ces deux nouveaux projets illustrent bien la prise de conscience croissante du besoin de fournir à tous des outils opérationnels pour s'engager sur la voie de l'adaptation au changement climatique. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Pour que l'information très riche produite par tous ces modèles puisse être vraiment utilisée pour passer à l'action, il faut souvent aller encore plus loin dans l'accompagnement des utilisateurs par de véritables services, en croisant ces données, ces résultats climatiques entre guillemets élémentaires, ces facteurs climatiques générateurs d'impact, avec les caractéristiques de vulnérabilité et d'exposition des secteurs, des territoires, des activités concernées. Alors, Météo France a construit de longue date des services dans le domaine de la prévision météo, avec cette logique-là. C'est en particulier le cadre de la vigilance météorologique
que vous devez connaître et dont les critères et les seuils varient selon les départements parce que on ne perçoit pas la même manière la neige quand on est en Bretagne et dans les Alpes. Donc on a bien une carte qui est une carte de risque météo qui permet à chacun d'adapter ses activités et d'organiser sa mise en sécurité. Dans le climat également, cette idée a fait progressivement son chemin et Météo France a commencé à opérer des services climatiques issus des transferts de la recherche vers une mise en œuvre opérationnelle. C'est par exemple le cas du service ClimSnow, bâti sur plus de 10 ans de recherche scientifique partenariale entre Météo France, le CNRS, l'INRAE et les acteurs des territoires de montagne. Et ces recherches ont conduit au développement d'outils et de méthodes très pratiques qui permettent de fournir des informations concrètes sur les conditions d'exploitation des domaines skiables. On voit qu'aujourd'hui, il y a plus de 130 stations de ski qui utilisent ClimSnow pour réfléchir à leur avenir dans un monde dans lequel le climat aura changé. Météo France a aussi développé en 2022 un outil Climadiag commune permettant de fournir très simplement, gratuitement, automatiquement, à l'échelle de chaque commune française, une première description de ce à quoi chaque commune va devoir s'adapter en 2050 pour fonder en première approche les réflexions sur l'adaptation au changement climatique à l'échelle communale, en particulier pour les plus petites communes qui n'ont pas d'experts, pas de spécialistes sur ces sujets-là. D'autres services pour les entreprises ou dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de l'îlot de chaleur urbain sont en développement. Dans tous les cas, ces services dépassent le cadre de la simple mise à disposition de données pour prendre vraiment la forme d'une aide à la décision pour les acteurs des territoires et des secteurs concernés, avec des informations contextualisées. Ceci nécessite de croiser le plus étroitement possible les enjeux et les compétences scientifiques mobilisées par des problématiques qui peuvent être très diverses, parfois en intégrant au sein même des modèles de climat des enjeux relatifs aux milieux et secteurs concernés. Ça nécessite parfois d'aller très loin. Par exemple, dans notre modèle TEB de canopée urbaine développé au CNRM pour travailler sur l'îlot de chaleur urbain, on a intégré des éléments de prise en compte de l'utilisation du chauffage, de la climatisation ou de la végétalisation des villes pour pouvoir réellement réfléchir et apporter un accompagnement pertinent sur l'îlot de chaleur urbain. En complément, il est capital aussi d'analyser finement en quoi l'ensemble de ces données va contribuer à répondre aux questions des utilisateurs eux-mêmes. Finalement, quels sont les indicateurs à développer? De quoi est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur parle? Ça nécessite un dialogue en profondeur avec l'ensemble des parties prenantes pour identifier le bon niveau d'explicitation des résultats en fonction de l'enjeu, du périmètre. Plus globalement, cette capacité à rendre intelligible la complexité et la richesse des données nécessite de mobiliser des compétences renouvelées en matière de communication, en matière de formation. Enfin, pour que tous ces travaux trouvent leur utilité maximale, il est nécessaire d'identifier les modèles opérationnels et économiques qui vont permettre des déploiements à grande échelle. Vente commerciale par des partenaires privés, comme nous l'avons fait dans ClimSnow, outils standardisés gratuits, comme dans Climadiag commune, appui sur des structures existantes d'aide aux entreprises, comme on l'a fait dans un autre outil, Climadiag Entreprise. De nombreux modèles sont possibles, mais doivent être étudiés pour permettre une diffusion large, pour permettre la massification de la diffusion de ces produits, qui est, in fine, la clé de l'efficacité de nos actions. Toutes ces ambitions, on va pouvoir les travailler au sein de Trax. Elles sont au cœur même du projet, de cette ambition de renforcer les outils, les méthodes pour massifier la capacité de production de services climatiques pour les territoires français, mais aussi pour les autres régions du monde, notamment au sud, dont on sait à quel point ils sont déjà impactés par le changement climatique et le seront davantage à l'avenir. On va pouvoir s'appuyer sur toutes ces expériences déjà accumulées, partager les bonnes pratiques, les facteurs qui permettent de répondre aux besoins
dans un cadre soutenable. Donc Trax s'inscrit vraiment avec des moyens décuplés dans la continuité de tous ces partenariats riches et féconds au sein en particulier de la communauté française ces dernières années. Voilà, ça nous rend, vous l'aurez compris, extrêmement enthousiastes et très heureux pour copiloter ce programme, continuer l'action. Et ça nous promet en tout cas des développements passionnants. Donc merci d'avance à tous ceux qui sont engagés dans ce programme et qui vont progressivement le rejoindre. Alors, je suis bien moi. Voilà, contrairement à Virginie qui a été Cyril, puis Massa, puis... mais que je remercie de nous avoir... ouais. C'est ça, oui, absolument. Mais que je remercie de nous avoir éclairé sur effectivement la mission particulière de Météo France, notamment dans le cadre de Trax, et puis dans le cadre des nombreuses collaborations, interactions. C'est bon ou pas? Oui, vous voulez que... Le micro plus près, d'accord, ok. Non. Écarté mais plus près, comme ça? Ok, très bien. Oui, que je remercie de nous avoir éclairé sur le rôle fondamental de Météo France dans ce programme et puis l'ensemble des collaborations qu'on a déjà ensemble beaucoup. Je suis évidemment très heureux, je vous le disais tout à l'heure, mais de vous accueillir ici et puis de vous accueillir également en distanciel sur le site du campus Gérard Mégy. Je trouve très symbolique que ce lancement en fait ait lieu ici, dans une maison que Gérard Mégy, grand chercheur spécialiste de l'atmosphère et du climat, présida de 2000 à 2004. Et je trouvais important d'avoir une pensée pour lui aujourd'hui, pour ce qu'il a fait. Virginie le disait, bien sûr, le rapport de synthèse du 6e cycle d'évaluation du GIEC vient d'être rendu. On en a bien sûr tous conscience. J'en profite pour saluer Valérie Masson-Delmotte, qui prendra la parole un peu plus tard dans la matinée que j'ai vue ce matin. Et puis, bien entendu, je dirais sans surprise pour nous tous et toutes, ce rapport sonne une fois de plus l'alerte climatique et puis nous engage à transformer profondément, certains diraient radicalement, je suis assez d'accord, la société. Et pour cela, il est essentiel que la science, la connaissance scientifique éclaire en fait les trajectoires que nous proposons à ceux qui nous dirigent de prendre. Je voudrais rappeler combien l'étude du climat de la Terre, du système Terre et du changement climatique s'inscrit dans une longue tradition de recherche scientifique française et notamment au CNRS qui a joué ces dernières décennies un rôle majeur dans cette recherche sur le climat. Je voudrais aussi rappeler sans doute qu'avant même la modélisation du climat, l'observation est à l'origine de notre compréhension du système Terre. Depuis le 19e siècle, l'accumulation progressive des données d'observation, notamment météorologiques, Virginie nous rappelait, puis la découverte des mécanismes physiques fondamentaux de la machine climatique, et notamment, je voudrais le dire ici, par la trop méconnue Eunice Foote, une scientifique américaine, militante pour le droit des femmes, première chercheuse à avoir identifié le phénomène d'effet de serre. Qui connaissait son nom ici? C'est bien. Eh bien, il y en aura un peu plus aujourd'hui, je l'espère. Alors, après la réalité du réchauffement climatique, le lien maintenant sans contestation entre la combustion des ressources fossiles, les émissions de dioxyde de carbone qui en résultent, et puis l'augmentation de la teneur en gaz à effet de serre et donc de la température, nos connaissances se sont enrichies depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, centaines d'années, de l'analyse de séries d'observations de plus en plus longues, de plus en plus nombreuses, de reconstitution toujours plus fidèle des climats passés. Et en disant ça, j'ai aussi là évidemment une pensée pour Jean Jouzel, qui est toujours avec nous, et puis la mémoire de Claude Lorius, qui nous a malheureusement quittés. Ces dernières années, la mise en synergie de plus en plus efficace de ces observations in situ et spatiales, levées et distribuées notamment via les infrastructures de recherche et puis les services nationaux d'observation que l'INSU et ses partenaires labellisent, ont permis de mieux caractériser l'évolution du climat et de ses manifestations. Et je profite de ce moment sur l'observation pour dire qu'il est très clair dans notre esprit que le défi climatique exige un soutien accru de ces dispositifs.
tant du point de vue des grands instruments d'observation in situ, notamment par exemple l'aéroportée, au moment où nous tentons avec difficulté de remplacer un avion de recherche atmosphérique, mais aussi des grands instruments de l'observation spatiale du climat. Et enfin, l'importance de renforcer le potentiel humain pour pérenniser la mission d'observation, qui est un prérequis de la recherche et qui est mis en œuvre dans les observatoires des sciences de l'univers que l'INSU construit avec l'ensemble de ses partenaires, notamment les universités. Je salue leurs représentants aussi aujourd'hui. Alors, bien sûr, l'analyse de ces données d'observation est maintenant combinée avec le développement de la modélisation climatique, qui constitue l'une des branches les plus récentes des sciences du climat. Cette modélisation climatique, elle s'appuie depuis maintenant une cinquantaine d'années sur l'amélioration de nos connaissances dans le domaine de la dynamique des fluides et puis du transfert radiactif, sur leur mise en équation et leur paramétrisation, et puis sur le développement de l'informatique moderne depuis les années 50. Et les premiers modèles de climat ont permis de produire des simulations sur l'évolution du climat qui sont explicatifs et de plus en plus prédictifs. La modélisation climatique a connu depuis ses premiers moments des avancées majeures. Elle a intégré peu à peu la représentation de processus de plus en plus détaillés, notamment les couplages entre grandes composantes du système climatique, l'atmosphère bien sûr, mais l'océan, les surfaces continentales qu'on oublie parfois, les calottes polaires, la composition atmosphérique. Et puis on tient de mieux en mieux compte aussi des grands cycles biogéochimiques, le cycle de l'eau, cycle du carbone, et donc dans cela on inclut de façon croissante la réponse dynamique des écosystèmes terrestres et marins, qui sont capitaux pour présenter toutes les facettes de la machine climatique terrestre, mais qui sont évidemment essentiels également, puisqu'ils en sont directement les sentinelles et les victimes. Ces grands modèles climatiques, au cours du temps, sont devenus de véritables cathédrales cognitives. J'aime bien cette formule qui m'a été prêtée, en ce sens qu'ils intègrent et connectent de façon les plus cohérentes possible toutes les connaissances sur l'ensemble des composants du système climatique et leurs interactions. Ils sont donc devenus des outils indispensables, on le voit bien, pour comprendre, mais aussi prévoir, projeter l'évolution du climat. Le rapport récent du GIEC nous montre aussi combien, bien sûr, l'indispensable action climatique combine nécessairement l'adaptation au changement climatique, modifier le fonctionnement de nos sociétés, pour un climat qui a déjà changé et qui continuera à changer, notamment avec des émissions de gaz à effet de serre qui ne baissent pas encore, bien au contraire. Et à côté de cette nécessaire adaptation, l'atténuation, c'est-à-dire évidemment la réduction de la racine des causes du changement climatique, par la baisse des émissions des gaz à effet de serre, un certain nombre de pistes. Voilà. Et sur ces deux éléments, aussi bien l'adaptation que l'atténuation, c'est notre conviction profonde au CNRS que nous partageons avec nos partenaires que la connaissance doit rester le phare qui éclaire l'action publique en ces domaines. Il subsiste de nombreuses inconnues dans la compréhension de l'effet du changement climatique sur de nombreux phénomènes difficiles à appréhender, qu'il s'agisse par exemple des orages, des grêles, de rafales, de phénomènes complexes, de relative petite taille, mais qui vont avoir un impact majeur à l'échelle des territoires, ou qu'il s'agisse de l'évolution passée et future des circulations atmosphériques qui gouvernent les régimes des vents ou des circulations océaniques qui sont fondamentales. On peut dire que les connaissances climatiques ne sont pas complètes, elles ne sont pas achevées, on ne sait pas tout. Et donc le CNRS et ses partenaires entendent bien poursuivre avec la même excellence leurs recherches dans le domaine de la compréhension physique de l'évolution climatique. Dans le même temps, de meilleures connaissances sur l'évolution climatique à toutes les échelles d'espace et de temps et les incertitudes qui sont associées à ces connaissances sont indispensables pour mieux caractériser l'évolution climatique et donc future, notamment à l'échelle locale qui est celle de l'impact direct du changement climatique et qui est donc également, comme elle est l'échelle des territoires, celle de l'adaptation. Et lorsqu'on parle de cette question d'adaptation, on parle forcément de la question des risques climatiques, qui doit être abordée de façon plus systémique, notamment au regard de ce que le GIEC, dans son dernier rapport, définit désormais comme facteurs climatiques générateurs d'impact, les fameux Climatic Impact Drivers, c'est-à-dire l'évolution, sous l'effet du changement climatique, des caractéristiques des aléas météorologiques. Ces aléas météorologiques existent sans que le climat n'évolue, mais ce dernier en modifie significativement les caractéristiques. Donc vous le voyez, il faut, au-delà de nos connaissances de la machine climatique, travailler sur les impacts et les risques, et cela requiert d'une part une collaboration plus étroite entre disciplines scientifiques encore trop souvent éloignées, mais également le partage, voire la co-construction du savoir avec des acteurs non scientifiques. Ça a déjà été dit notamment par Virginie juste avant.
En ce sens, les modèles de climat sont de formidables intégrateurs. Pour le savoir, ils ont joué un rôle fondamental, on l'a dit, dans l'attribution sans équivoque de la cause humaine du réchauffement climatique, mais ils peuvent, par leur capacité d'intégration des savoirs et des porteurs d'enjeux, ils peuvent et doivent devenir des outils majeurs de l'adaptation. Et c'est pourquoi le PEPR-TRACS rassemble d'une part toute la communauté scientifique nationale dans le domaine de l'évolution climatique, principalement par le prisme de la modélisation climatique, bien sûr, mais sans exclusive. Il vise en ce sens à amplifier le travail inter- et transdisciplinaire de co-construction de l'information climatique essentielle avec l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées. Il a donc pour ligne directrice la coproduction de connaissances, d'informations climatiques pertinentes pour toutes les parties prenantes, pour documenter par exemple la faisabilité de telle ou telle trajectoire pour divers secteurs d'activité économique ou diverses échelles territoriales. Échelles ou activités pour lesquelles les enjeux d'adaptation sont toujours multiples, toujours interconnectés et parfois, souvent, contradictoires ou conflictuels. Et il entend donc s'intéresser autant à l'échelle planétaire qu'à l'échelle locale, avec pour ligne directrice, je le redis, la coproduction de connaissances et d'informations climatiques pertinentes pour les parties prenantes, pour documenter l'ensemble de ces trajectoires. Il vise donc à embrasser une complexité d'acteurs, une multiplicité d'enjeux, une complexité et un emboîtement d'échelles, et donc à construire les outils méthodologiques pour faire l'ensemble de ces passages d'échelle et produire des informations dont certaines peuvent être appelées à être traduites dans un cadre opérationnel, le cas échéant, avant de contribuer concrètement à ces défis sous forme donc de services climatiques. Pour cela, le PEPR-TRACS opère un effort sans précédent de renforcement des capacités de la communauté scientifique de modélisation du climat, notamment pour renforcer l'ensemble de l'écosystème nécessaire à la pérennité de ces codes informatiques complexes, qui sont des colosses, mais au pied d'argile, ils sont fragiles, ainsi que leur adaptation aux nouvelles puissances, notamment offertes par l'Exascale, aux nouvelles architectures de calcul, notamment pour leur capacité à tirer pleine partie des avancées permises par le HPC et l'intelligence artificielle. Je ne voudrais pas oublier qu'il y a un élément essentiel dans le PEPR-TRACS, c'est la façon dont l'ensemble du savoir, l'ensemble de la donnée climatique va être traduite, va être transmise à de nombreux porteurs d'enjeux, et donc la formation initiale et continue, la médiation, la communication, l'explication de l'évolution climatique et de ses conséquences sont des enjeux majeurs pour lesquels TRACS aura une contribution forte. Et puis, bien sûr, TRACS s'inscrit dans une perspective européenne de renforcement de la communauté scientifique, où elle offre une voie complémentaire avec d'autres initiatives de modélisation, plus fondées sur la quête de l'accroissement de la résolution, notamment horizontale des modèles. Pour toutes ces ambitions, le PEPR-TRACS est emblématique de l'engagement du CNRS à mener avec ses partenaires une recherche fondamentale au service de la société, au service d'un domaine crucial qui est celui de la lutte contre les causes et effets du changement climatique. Je remercie l'ensemble des porteurs d'avoir réussi le tour de force de construire ce projet et de le mener au service de toute la communauté. Et je pense que je vais pouvoir leur passer la parole. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous. Alors avant l'exposé suivant, pour des raisons techniques, on va faire une petite pause de 10 minutes et on continue, ce qui nous permettra de pouvoir continuer dans des bonnes conditions pour les collègues et les personnes qui nous suivent à distance, qui pour l'instant ont des difficultés à pouvoir le faire. Donc voilà, petite pause de 10 minutes et après on enchaîne avec la présentation du programme et la suite du déroulé de la matinée. Merci de votre compréhension.